Bien, bonsoir à toutes et à tous. Et du coup, je vous dis bienvenue une nouvelle fois pour cette nouvelle séance d'apprendre la Palestine, qui va traiter ce soir des nouveaux mouvements sociaux en Palestine. On a le plaisir d'accueillir avec nous Abba Ressaka, qui est un professeur de sociologie à l'université de Birzeit et qui connaît bien son sujet. Il a de nombreux travaux. Ses derniers travaux portent sur l'histoire des sciences sociales en Palestine, mais aussi il a une série de travaux sur l'urbanisme, sur les différentes formes d'expression artistique en Palestine. Tu as un ouvrage qui est déjà paru sur l'histoire sociale de Gaza, donc un premier tome, et il y a un second tome qui serait bientôt à paraître. Voilà pour présenter un peu Abaher. Et puis du coup, pour introduire un peu cette séance, l'idée de ce thème, c'est qu'on a aujourd'hui des nouvelles formes de mobilisation qui apparaissent en Palestine. En Palestine, où il y a depuis longtemps déjà de multiples formes de mobilisation contre le régime colonial sioniste, contre l'occupant israélien. Et donc là, peut-être que ce qui est inédit un peu dans ces nouvelles formes de mobilisation, en fait, elles sont inédites tant par leur forme que dans leurs ambitions. C'est qu'elles ne s'opposent plus seulement au régime colonial, mais qu'elles s'opposent aussi qu'elles ont pour ambition des questions sociales ou sociétales, qu'elles s'opposent également à l'autorité palestinienne, elles posent de nouveaux enjeux et elles sont le signe de nouvelles façons de se mobiliser sur le terrain palestinien. Et donc pour ça, on te laisse, comme on le fait d'habitude, à peu près 45 minutes pour nous présenter ton travail sur ce sujet. Et puis ensuite, on aura un débat, on ouvrira le débat avec la salle, on vous laissera poser vos questions. Moi, j'interviendrai éventuellement, si besoin, pour aider un peu dans la discussion, mais je te laisse commencer par introduire le sujet. Je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Taher, pour cette invitation. Merci à vous d'être présent ce soir. Et comme Taher a annoncé que je veux tenter de parler de mouvements contestataires en Palestine, et j'ai intitulé la science, ou plutôt la discussion sur le nouveau forme de mobilisation, parce qu'en Palestine, comme vous savez, c'est un pays de mobilisation depuis le temps moderne, depuis les années 20, où les Palestiniens se mobilisent. Donc bien sûr, il y a eu d'autres mobilisations dans le passé, mais remonter trop loin dans l'histoire, ça peut être utile, mais en fonction de temps, je ne peux pas aller plus loin. Donc je commence à faire un petit rappel historique sur les mobilisations sociétales palestiniennes. C'est à partir des années 20, on a eu donc des mobilisations de certains groupes sociaux dans les grandes villes côtières palestiniennes, à Haïfa et à Jaffa, mais aussi à Jérusalem, et dans les villes de Provence comme Naplouse et à Gaza et Hébron, etc. Mobilisation à la fois pour réunir les Palestiniens autour de deux associations chrétiano-musulmanes et se mobiliser contre l'immigration juive en Palestine, mais aussi contre la colonisation britannique. Donc cette première mobilisation qui était un peu réduite dans la participation et réduite dans le temps, a été sur une forme classique, signer des pétitions, collecter des fonds, montrer de solidarité dans les rues et occuper un peu l'espace public et montrer aux sionistes à l'époque, mais aussi aux Britanniques, que les Palestiniens ils sont capables de se mobiliser et s'adresser au monde. Et donc, on peut, sociologiquement parlant, on peut dire que c'est la première mobilisation qui a eu lieu en Palestine à partir des années 20. Et
Et puis on a eu une deuxième mobilisation importante, c'est à la suite de l'assassinat de Cheikh Izzeddine Qassam en 1935. Donc à la suite de cet assassinat de ce leader arabe, parce que comme vous savez, c'est un Syrien qui militait en Palestine, et donc Izzeddine Qassam, à la suite de sa mort, les Palestiniens sont mobilisés dans une grève très longue. Il fait partie de grèves les plus longues de l'histoire parce qu'il a duré 6 mois. Et les Palestiniens à l'époque ont emprunté des expressions indiennes, c'est-à-dire des slogans que la Grande-Bretagne a connus dans l'Inde colonisée. Et les Palestiniens ont inspiré de modèles de Gandhi pour se mobiliser. Donc, cette grève a duré 6 mois, dans laquelle les Palestiniens ont utilisé un répertoire d'actions très élaboré, dans laquelle on a boycotté les produits britanniques, les produits des colonies, mais aussi se mobiliser d'une façon un peu rhétorique dans les villes. Et cette mobilisation des années 30, il va jeter les bases d'une culture transconfessionnelle, transgénérationnelle, d'un héritage de mobilisation sociale assez important. Et d'ailleurs, signalons en passage, il y a une particularité palestinienne, si vous voulez, par rapport à d'autres sociétés arabes voisines, à nos confrères arabes, c'est que les Palestiniens se mobilisaient en masse parce que depuis le temps moderne, les Palestiniens n'ont pas connu un État, une structure étatique. Donc tous les gouverneurs sont soit le gouverneur britannique ou plus tard donc deux gouverneurs, donc les Égyptiens à Gaza et puis les Jordaniens en Cisjordanie, et ensuite la colonisation israélienne. Donc les Palestiniens n'ont pas eu un régime, un État dans lequel l'espace public a été confisqué par l'État, comme en Égypte, comme en Jordanie et ailleurs. L'espace public, c'est un espace à l'État, propre à l'État, exproprié par l'État. Chez les Palestiniens, l'espace public, c'est un espace à eux, descendre dans la rue. Et là, pour faire juste quelques rappels historiques, dans les années 50 à Gaza, par exemple, les Palestiniens à Gaza, les communistes et les frères musulmans se mobilisaient en masse contre un projet d'implantation des Palestiniens à Sinaï que Nasser a accepté ou implicitement accepté. Et donc les Palestiniens se mobilisaient contre un leader arabe qui, à l'époque, représentait l'espoir pour le peuple arabe. Donc les Palestiniens se mobilisaient contre ce projet de fixation des Palestiniens en Sinaï. Mais aussi en Cisjordanie, les Palestiniens se mobilisaient aussi contre certaines répressions du régime jordanien, mais qui n'a pas duré très longtemps parce que la répression était sanglante en Cisjordanie. Des milliers de Palestiniens ont pris fort de leur vie dans les prisons jordaniennes. Ensuite, on a eu l'expérience coloniale israélienne, c'est-à-dire l'occupation de 67 de la deuxième colonie. Donc la première colonie débutera plus tard la mobilisation de masse en 1976. Donc moi j'appelle la première colonie, c'est-à-dire Israël, parce qu'Israël est composé de deux colonies. Donc la première colonie qui est Israël actuelle, et puis la deuxième colonie c'est le territoire de 67. Et dans la première colonie, donc, il y a eu une mobilisation tardive, c'est-à-dire de masse, autour de Journée de la Terre en 1976. Israël a confisqué des terres des Palestiniens, et les Palestiniens de l'intérieur de 1948, de la première colonie, que Israël appelle communément les Arabes d'Israël, enfin, ou certains appellent les Arabes israéliens. Donc ces Palestiniens se mobilisaient en masse, et ce journée d'ailleurs de la terre, il va devenir le symbole de l'attachement des Palestiniens à leur terre, et ça devient la journée de la terre, Yawm al-Ard, qui va devenir un symbole de la cause palestinienne et de mobilisation de masse. Et d'ailleurs, en 2018, la marche de retour à Gaza emprunte cette expression de journée de la terre, qui a été lancée en 1976.
Donc revenir dans la deuxième colonie, les mobilisations rapidement, pour ne pas abuser le temps, rapidement, donc les Palestiniens dans les années 70 se mobilisaient autour des mobilisations un peu sporadiques, pas très organisées. Les partis politiques, surtout de gauche, organisaient des manifestations lors des événements particuliers, mais surtout de se mobiliser en masse autour des projets des élections municipales, puisque Israël avait un projet ambitieux de monter un projet, de monter des groupes politiques ou familiales qui soutient un peu la cohabitation avec la colonisation, qu'on appelle la Rawabit al-Qura, c'est-à-dire l'union des villageois et palestiniens, essentiellement dans la région d'Hébron. Et donc, en réponse à cette tentative israélienne d'avoir des collaborateurs, enfin, pour ne pas dire des traîtres, et les Palestiniens se mobilisaient dans le Front National, enfin le Front National palestinien qu'on l'appelait à l'époque, a réussi à mobiliser les gens, descendre dans les rues, manifester contre ce projet et de fonder l'OLP comme représentant légitime du peuple palestinien. Donc c'est une mobilisation importante qui a jeté les bases d'un travail de masse, des gens dans les rues et de travail de bénévolat. Et c'est surtout les communistes, en réalité, qui étaient à l'origine de ce mouvement. C'est-à-dire les communistes, ils étaient les premiers qui ont mobilisé les gens dans les rues et ensuite les autres partis politiques palestiniens ont pris le modèle. Donc je passe rapidement en arrivant jusqu'à l'intifada. L'intifada, donc les Israéliens l'appellent la première intifada. En réalité, certains historiens et sociologues palestiniens refusent cette appellation en disant que voilà, enfin, c'est les événements des années 87. Et donc, à la suite de cette première intifada, entre guillemets, les Palestiniens se mobilisent en masse et les Palestiniens montent une culture de résistance quotidienne. J'emprunte l'expression de Charles Tilly, dans lequel il y a une routinisation de travail contestataire. C'est-à-dire que les Palestiniens, ils vont prendre l'habitude de descendre dans la rue, balayer les rues, manifester contre le soldat, et puis avoir un calendrier très chargé des actions sociales en faveur des prisonniers politiques, en faveur des boycotts, en faveur des visites des familles des martyrs, des familles des blessés, aller à l'hôpital, collecter des fonds, boycotter les produits. Donc il y avait tout un répertoire d'actions assez important qui va jeter encore une troisième base, tout d'abord d'une culture transgénérationnelle, puisque les Palestiniens jusqu'à maintenant se réfèrent à l'intifada comme un modèle exemplaire de mobilisation. Et les Palestiniens, y compris certains historiens et sociologues, ils ne voient pas l'intifada dans tous ses aspects. Ils voient le côté de mobilisation, la solidarité intergénérationnelle, le caractère transconfessionnel. Et l'intifada a réussi quand même à créer plusieurs types de mobilisation qui étaient importantes. Et je prends juste un exemple concret, il vient de mon université d'origine, donc de Birzeit, où la fac a été fermée pendant 4 ans. Durant cette fermeture de Birzeit, la fac s'organisait en dehors de cette fermeture et le rapport entre le corps professoral et le corps studentin a été complètement transformé. Effectivement, parce qu'il y avait une proximité liée à que le cours se faisait à l'extérieur et dans l'apprentissage des générations, mais aussi réfléchir sur les modes des actions. Donc les Palestiniens, en réalité, étaient sur le terrain, réfléchir sur les actions. Bien sûr, il y avait une direction unifiée qui dirigeait l'intifada, qui était composée des différentes partis politiques. Mais juste
rappeler le public que l'intifada a commencé comme un mouvement spontané. En réalité, ce n'était pas organisé par les partis politiques, même si les partis politiques palestiniens, la direction unifiée de l'intifada à l'époque, a repris le mouvement et puis l'a dirigé, l'a canalisé dans un objectif particulier qui est l'objectif tardif de nationalisme palestinien, c'est-à-dire de créer deux États, enfin la solution de deux États qui a échoué 26 ans après. Donc cette mobilisation, si vous voulez, tout ce que je viens de vous annoncer montre une mobilisation qui, plus ou moins à l'exception de deux passages jordaniens et égyptiens, toujours contre l'occupation et la colonisation israélienne. Donc il y aura un deuxième temps important dans cette mobilisation sociale palestinienne, c'est l'arrivée de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne arrive à la suite d'un accord intermédiaire que les gens appellent les accords de paix. C'est des accords intermédiaires, ce ne sont pas des accords de paix, parce que c'est dans les accords d'échange entre l'autorité palestinienne, entre l'OLP et Israël, Israël reconnaît la légitimité de l'OLP à représenter le peuple palestinien comme un représentant légitime et unique du peuple palestinien. Et en revanche, les Palestiniens ont reconnu la légitimité de l'État d'Israël. Donc, si vous voulez, souvent d'ailleurs on dit il y a une reconnaissance mutuelle, c'est une reconnaissance institutionnelle, mais pas reconnaissance politique dans le sens où Israël reconnaît le droit du peuple palestinien d'avoir propre État. Enfin, il formulait d'autres formules pour dire qu'on peut imaginer un gouvernement hukm dhati, on peut imaginer une sorte autogestion. Et en réalité, avec l'arrivée de l'autorité palestinienne, on entre dans une autre phase de mobilisation. Alors, et là, je crois que je concentre mon intervention pour ne pas trop aller dans les détails historiques. Alors, avec l'arrivée de l'autorité palestinienne, déjà, les Palestiniens ils étaient divisés. Est-ce qu'on va soutenir ce projet de créer un État sur une partie insignifiante de la Palestine historique? Et l'autorité palestinienne, et l'OLP à l'époque, a réussi à convaincre une bonne partie des Palestiniens comme quoi, à la fin des années 90, en 2000, en réalité, il y aura un État palestinien, donc on peut réaliser un projet de rêve ou un projet de l'art de la politique du possible, parce qu'Arafat toujours a défendu l'idée que une expression classique dans la politique, que la politique c'est l'art du possible. Donc le possible pour les Palestiniens, c'est de créer un État sur le territoire de 67 avec Jérusalem et avec une solution pour les réfugiés. Donc une bonne partie des Palestiniens ont accepté, d'autres Palestiniens ont refusé cette décision. Mais les mobilisations, ils ne prenaient pas de forme, c'est-à-dire les gens se mobilisaient un peu, des gens manifestaient contre le projet de l'autorité palestinienne, les accords de paix, etc. Mais ça n'a pas pris vraiment une mobilisation importante. C'est-à-dire les gens, ils se mobilisaient autour des partis politiques qui les réunissent de temps en temps dans des marches contre certaines lois, contre certaines négociations avec Israël, mais n'a jamais pris. Avec le départ d'Arafat, les Palestiniens franchissent un pas important dans les mobilisations sociales, c'est-à-dire que les Palestiniens, à partir du départ d'Arafat, ils vont se mobiliser contre l'autorité palestinienne. Et la première mobilisation a eu lieu donc, en 2005 par les syndicats des enseignants. Les enseignants palestiniens, comme vous savez tous, l'éducation en Palestine occupe une place très importante. Pas seulement parce que c'est un moyen de surmonter la défaite, mais aussi c'est un investissement sociétal dans lequel tout le monde défend l'idée que les Palestiniens, c'est le peuple arabe, enfin un des peuples arabes les plus éduqués, puis les Palestiniens investissent dans l'éducation et c'est une marque sociétale importante, mais aussi c'est un moyen d'ascension sociale et donc une mobilisation des
des enseignants pour réclamer des augmentations de salaire, d'amélioration de conditions de travail. Et dans les négociations difficiles, une bonne partie de la population palestinienne était derrière ces mobilisations, mais qui n'a pas pris le forme de contestation officiellement contre l'autorité palestinienne. C'est-à-dire les gens se mobilisent avec de slogans en disant il faut reformer la politique sociale de l'autorité palestinienne, il faut redresser la politique de l'autorité, mais le slogan fédérateur était absent. C'est-à-dire les gens se mobilisaient, les enseignants, autour d'un mouvement plutôt contestataire qui demande juste l'augmentation de salaire, c'est plutôt, mais qui reflète quand même l'esprit de l'époque. Ensuite, il y a eu un temps fort, troisième temps fort, c'est à partir de 2011. 2011, il y a eu... j'ai oublié un troisième temps fort avant 2011. Donc, à la suite de la fin de la deuxième intifada, entre guillemets, il y a eu une mobilisation importante autour des villages en Palestine, c'est-à-dire de tenter de créer des villages symboliques dans des lieux où Israël confisque les terres. Et c'est une sorte de plateforme qu'on appelle le comité populaire qui prônait la résistance populaire, qui se mobilisait pour avoir de mobilisation autour des villages comme Ne'alim, Bal'in, Ma'sara dans le nord de la Cisjordanie et dans d'autres endroits. Et cette mobilisation a attiré beaucoup de sympathie de la part de la communauté internationale, des militants pro-palestiniens ou défendeurs des droits de l'homme. Et l'autorité palestinienne a créé, et symboliquement les Palestiniens se moquent, parce que l'autorité palestinienne a créé un ministère pour le mur, et contre le mur, je veux dire. Et en réalité, cette mobilisation, au début, a rassemblé une bonne partie des Palestiniens. Et les Palestiniens, ils ont pris l'habitude de manifester tous les vendredis, dans une logique, bien sûr, de maintenir une action routinière, dans laquelle les Palestiniens expérimentent certains répertoires d'actions assez différents, avec une sémantique chaque fois changeant, selon les acteurs. Mais avec le temps, ces mobilisations ont été considérées comme une mobilisation de visibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains acteurs de ces groupes mènent des actions théâtrales, des actions de performance, c'est-à-dire de s'adresser aux caméras, mais aussi s'adresser au monde entier. Donc les militants palestiniens avec les militants internationaux, ils viennent ensemble lutter contre le mur. Et je sais que c'est un sujet tabou, on parlait à l'extérieur, et surtout par rapport à tous les sympathisants de la cause, parce qu'il y a beaucoup de critiques, si vous voulez, dans la société palestinienne. Je ne suis pas le seul à avoir écrit sur ce sujet. En réalité, les Israéliens, enfin la machine de guerre israélienne, le laboratoire biotique de la machine coloniale, a utilisé ces actions hebdomadaires pour expérimenter ces produits sur le corps des Palestiniens. Autrement dit, l'armée coloniale, tous les vendredis, expérimente un nouveau arme sur le corps des Palestiniens. Donc, ils ont utilisé, donc c'est un terrain d'entraînement. Les soldats, ils arrivent avec les caméras, filment les Palestiniens, filment leurs actions. Et surtout, à force que les Palestiniens deviennent visibles dans leurs actions, au fait, les Palestiniens ils tombent dans
dont certains mouvements dans le monde ont fait, c'est-à-dire que l'oppresseur décide les moyens de la résistance de l'opprimé. Autrement dit, Israël a créé le mur et puis il demandait aux Palestiniens de venir manifester contre le mur. Donc, ils savaient d'avance leurs actions et puis le temps, donc ils se préparaient. Et pour certains nombres des Palestiniens, ces actions sont seulement symboliques, s'adressent au monde et s'adressent au monde qui n'accepte pas que les Palestiniens peuvent avoir leur propre méthode de travail, puisque souvent il y a un tentage un peu néocolonial dans lequel le militant de l'extérieur demande aux Palestiniens de faire telle ou telle action parce que ces actions ils devraient être pacifiques, ces actions devraient être travailler avec les militants de gauche israéliens. Donc il y a tout un sémantique assez dur et une bonne partie de la population palestinienne s'est éloignée au fur et à mesure de ces actions autour de mur et laisse un peu l'espace vide. Et là, je reviens à mon quatrième mobilisation. Est-ce que je peux, avant que tu passes à une autre mobilisation, juste te demander, alors du coup, avec ces deux mobilisations-là, c'est-à-dire celle des enseignants et celle là contre le mur, tu nous as dit que c'était des moments de bascule par rapport à ce qu'on avait avant. Tout à fait. Oui. Et est-ce que tu peux dire pourquoi, enfin, qu'est-ce qui change en fait à ce moment? Pourquoi est-ce qu'on a un changement donc d'une part, on a une mobilisation qui serait plutôt sociale contre les politiques économiques et sociales de l'autorité palestinienne, et de l'autre, on a des mobilisations qui seraient donc plus des mobilisations pour le visible, comme tu dis. Et pourquoi est-ce que ça, c'était moins présent avant? Pourquoi est-ce que ça émerge? Parce que c'est la présence d'un élément national, c'est-à-dire la construction d'un pouvoir étatique, Ouais. proprement palestinien, entre guillemets. Pour les Palestiniens, c'est la première fois qu'on a un pouvoir palestinien. Donc, toujours, on a l'autre qui nous gouverne, qui nous dirige, et c'est ça D'accord, donc la présence d'un responsable, d'une entité qui est responsable au niveau palestinien. Donc pour les Palestiniens, ils étaient toujours dans une logique que le combat national est l'objectif essentiel et c'est la priorité pour les Palestiniens. Donc il faut se mobiliser tout d'abord sur le front anticolonial et tous les autres fronts sont secondaires par rapport au combat sociétal. D'accord, très bien. Et donc, ça reste d'ailleurs toujours cette idée, mais qui, comme l'autorité palestinienne n'a pas réussi vraiment avec ses projets, donc effectivement le mécontentement populaire devient important. Donc ça vaut pour la première le premier type de mobilisation, donc la mobilisation sociale, et du coup pour la seconde, c'est-à-dire dans le rapport à l'extérieur, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Le rapport à cette communauté internationale et à ces militants. Le retrait de la participation de masse des Palestiniens à des actions, c'est lié aussi à cette mise en distance par rapport à l'intervention de la communauté internationale, c'est-à-dire elle n'est plus efficace et surtout elles arrivent avec une logique il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Et nous, on connaît le monde, donc on connaît le monde dominant, donc il faut s'adresser au monde dominant et dans lequel il faut utiliser certains... Donc les mobilisations deviennent plus captives aux attentes aux agendas internationaux. C'est ça, et d'ailleurs pour les raisons, en fait, une bonne partie de la population palestinienne s'éloigne de cette mobilisation qui, à la base, c'est une mobilisation populaire. Et juste pour conclure ce volet, à la fin de ces... D'ailleurs, s'il existe encore ces mobilisations, actuellement, on a des consuls du monde entier. Ils viennent chaque année célébrer, se filmer, prendre des photos avec des militants, parce que c'est des moyens pacifiques, et puis il y a des Israéliens. Donc c'est vraiment... c'est la performance, c'est s'adresser aux caméras. Ouais. Et puis ça permet à... Et puis l'autorité palestinienne aussi a fait quelques erreurs, Salam Fayyad en particulier, parce qu'il a créé il a instauré des municipalités. Salam Fayyad qui est un des premiers ministres du gouvernement palestinien, qu'on va parler tout de suite. Et donc Salam Fayyad par la nomination des personnes comme responsables de ces villages symboliques,
a poussé les Palestiniens à sortir de ce mouvement, parce que c'est-à-dire la appropriation de ce mouvement par l'autorité palestinienne a laissé les Palestiniens à s'éloigner de ce mouvement populaire. Et donc en 2011, donc c'est un moment important dans les mobilisations sociétales en Palestine, parce que en 2011, le commencement de ce qu'on appelle, enfin certains appellent le printemps arabe, d'autres appellent l'hiver arabe, enfin bref, comment on peut les appeler. Les événements qui ont eu lieu en Tunisie, ensuite en Égypte, et les Palestiniens se mobilisés en masse pour défendre, pour montrer leur soutien à leurs confrères arabes. Dans mes travaux, les activistes parlent de merci Tunis, merci l'Égypte, on a trouvé notre arabité, enfin on peut se mobiliser. Il y a tout un espoir qui a été très grand chez la jeunesse palestinienne, et c'est la naissance d'un mouvement qu'on appelle Hirak Shabab el-Mustaqil, donc la mobilité juvénile indépendante palestinienne, qui était regroupée par des gens issus de la classe moyenne et supérieure, et qui maîtrisent les langues, et se mobiliser essentiellement dans les grandes villes. Donc, d'ailleurs, c'est la difficulté de ce mouvement, il n'a pas pris l'ampleur parce qu'il était concentré essentiellement à Ramallah et dans le moindre mesure à Gaza. Et ce projet avait deux dates importantes, donc c'était le 15 février 2011 et puis le 15 mars 2011 aussi. Et ces dates étaient très importantes dans la mobilisation parce que les Palestiniens ont réussi à mobiliser les réseaux diasporiques. Donc on a des Palestiniens des pays voisins qui se mobilisaient vers les frontières, vers la frontière palestino-syrienne, palestino-libanaise, palestino-jordanienne, palestino-égyptienne. Et même certains Palestiniens ont réussi à pénétrer dans leur terre, c'est-à-dire des Palestiniens issus de la Syrie ou du Liban. Ils ont réussi à pénétrer dans des lieux de leur famille, et puis ils étaient renvoyés après, expulsés par les Israéliens, bien sûr. Mais symboliquement, c'était quelque chose de très important. Et une bonne partie de la population palestinienne était derrière, et les Palestiniens empruntaient les slogans, le fameux slogan qui a été sondé dans les rues arabes, mais comme les rues arabes, ils avaient deux régimes, c'est-à-dire ils avaient un ennemi social bien défini qui est le régime, souvent identifié par le président. Donc on disait Sha'b yurid isqat al-nizam, le peuple veut le chute du régime. Les Palestiniens ils ont emprunté la moitié de ce slogan en disant Sha'b yurid isqat al-inqisam, le peuple veut la chute de la division ou la fin de la division interne palestinienne, c'est-à-dire la division entre le Hamas et le Fatah. Ce mouvement a été réprimé par le Hamas à Gaza, violemment réprimé. Et puis l'autorité palestinienne a tenté par d'autres moyens de réapproprier ce mouvement, c'est-à-dire l'autorité palestinienne a demandé à ses hommes armés et puis à ses employés de descendre dans la rue pour manifester contre la division interne. Autrement dit, l'autorité palestinienne a remplacé ses sympathisants à elle en poussant le noyau dur de mouvement à l'extérieur de l'espace de contestation. Autrement dit, on a remplacé, ils arrivent en groupe, en civil, mais ils appartiennent à des partis politiques, ils appartiennent à des services de sécurité palestiniennes, expulsent les manifestants et se manifestent à leur place devant les caméras, comme quoi sondés de slogans pro-autorité palestinienne. Voilà. Donc, en gros, à la place de taper les manifestants, en fait, on devient, on se substitue, et puis c'est une méthode assez particulière de l'autorité palestinienne qu'on a appris par Dayton.
et ensuite, on a eu donc ce mouvement a pris l'ampleur parce que c'est un mouvement élitiste et il n'a pas eu l'assise populaire et puis et surtout été réprimé par le du pouvoir enfin, à Gaza et à Ramallah. En 2012, on a eu une mobilisation contestataire importante de la part des chauffeurs de taxi. En Palestine, on l'appelle les chauffeurs de Ford, c'est-à-dire des taxis collectifs jeunes, souvent en marque Ford, Ford américain, donc on dit les Fordistes, le Fordat, enfin bref. Et donc, ce mouvement de chauffeurs de taxi, qui a duré 13 jours, a été coordonné par un syndicat proche de Fatah. Alors quelqu'un me dit, alors l'autorité palestinienne mène des actions contre elle. En réalité, ce n'est pas l'autorité palestinienne, c'est le Fatah a utilisé donc le mécontentement populaire. Parce que, pourquoi cette mobilisation? La mobilisation a été contre l'augmentation des prix de gasoil, les prix d'essence, etc. Parce que, comme vous savez, l'accord de Paris rattache l'économie palestinienne à l'économie israélienne. Donc, il y a une augmentation un peu presque automatique de produits essentiels en Israël. Tout de suite, en Palestine, on augmente les prix liés à l'attachement de l'économie palestinienne à Israël, à l'économie israélienne. Donc, et puis il y a aussi le monopole de certains groupes de l'autorité palestinienne de la redivision de ces produits. Et donc, les chauffeurs de taxi se mobilisaient en masse et en réalité, une branche de Fatah poussait la rue à se mobiliser contre Salam Fayyad. Salam Fayyad, certains sociologues et économistes palestiniens l'appellent le fayyadisme, c'est-à-dire que c'est un homme anciennement responsable de la Banque mondiale en Palestine, et puis il a travaillé à un conseiller pour le FMI. Et Salam Fayyad menait une politique assez particulière dans laquelle toutes les expressions de la politique néolibérale sont exprimées d'une façon très vulgaire en Palestine. Si vous voulez, on est dans une logique dans laquelle Salam Fayyad tentait de créer un nouveau Palestinien. Donc le nouveau Palestinien, c'est le Palestinien pacifique, le Palestinien qui a des rêves normatifs nouvelles, c'est-à-dire un Palestinien qui devrait s'investir dans la construction de l'État palestinien, un Palestinien qui devrait consommer, un Palestinien qui prend du crédit. Donc il monte une politique sociale et économique très libérale, dans laquelle, à l'heure actuelle, par exemple, une bonne partie de la population palestinienne sont endettées. Selon les récentes études en Palestine, 63% de la population, par exemple, de Ramallah sont endettées. Et c'est lié à la politique de la Banque mondiale et avec l'accord total des secteurs privés, mais aussi des bailleurs de fonds, pour que une bonne partie de la jeunesse palestinienne rêve d'un avenir meilleur qui correspond à une vie normale, une vie normative qui correspond à Dubaï. Donc on a des montées de consommérisme. Et d'ailleurs, ça joue énormément sur les façons de se mobiliser dans les rues, parce qu'effectivement, ces moyens d'endettement accaplent la population palestinienne et puis rentrent dans un cycle assez dur pour les familles, parce que les crédits ils sont à une trentaine d'années, puis ils prennent la moitié de salaire à peu près. C'est-à-dire que, contrairement à certaines pratiques de la Banque mondiale ailleurs, par exemple si on prend l'Europe, quelqu'un qui emprunte l'argent ici, on peut avoir 30% de salaire à peu près de compensation. En Palestine, ils ont le droit jusqu'au 51% de salaire. Donc, et puis il y a
comme ailleurs. On a des crédits pour les voitures, on a des crédits pour les mariages, on a des crédits. Donc on crée une société de consommation et le secteur immobilier investit le champ. Et le secteur privé il devient un acteur majeur avec Salam Fayyad. Et Salam Fayyad montre tout un discours, le plus grand taboulé, le plus grand assiette d'homos, voilà, toutes les concurrences futiles qu'on a encore les traces de ce discours de Salam Fayyad. Donc, une bonne partie de Fatah a se mobilisé contre Salam Fayyad pour des raisons, bien sûr, liées à l'histoire de ce parti. Donc, il y a des gens qui sont contre, bien sûr, cette politique de Salam Fayyad. Et puis, deuxième explication, c'est que Salam Fayyad vient en dehors des partis politiques. Donc, il n'est pas du tout l'homme de Fatah. C'est une première. Et puis, troisièmement, parce qu'effectivement, une bonne partie de la base populaire de Fatah ne sont pas du tout contents de cette politique libérale de l'autorité palestinienne. Et je passe rapidement. Donc, on a eu. Parce que si je peux te demander de choisir une ou deux mobilisations encore, peut-être. D'accord. Donc, je prends trois rapidement. Donc, trois d'autres mobilisations. On a eu encore de mobilisations, donc des gens contre la politique du USAID, des mobilisations de mobilisation des avocats, des médecins, des enseignants. Et puis, je prends donc, comme je vous avais promis, trois mobilisations importantes. Donc, la mobilisation à Gaza, donc la marche de retour. La marche de retour a débuté le 30 mars 2018. Comme vous savez, Gaza est assiégée depuis 13 ans. Puis Gaza, depuis 13 ans, ils vivent une situation assez déplorable. La situation est très difficile. Donc, les Palestiniens ont décidé en 2018 de faire des mobilisations dans cette journée symbolique, le retour à la terre, puisque la plupart des habitants de Gaza sont originaires du sud de la Palestine et de la côte. Donc la plupart des habitants de Gaza sont réfugiés, donc un retour chez soi en gros. Et cette mobilisation avait deux objectifs, à la fois maintenir une mobilisation interne et puis que Gaza participe aussi à des mobilisations parce que Gaza a été exclu de cette mobilisation parce que le Hamas a réprimé violemment les mobilisations à Gaza parce qu'on a eu plusieurs mobilisations contre le Hamas, contre la répression de Hamas à Gaza. Et donc cet retour en force par les Palestiniens, parce que c'est un mouvement important au début, et ce mouvement, donc, à l'heure actuelle, il est presque sur la fin, parce que maintenant, c'était prévu que tous les vendredis, on manifeste à la frontière est de Gaza. Actuellement, on a ajourné donc, à la place de tous les vendredis, tous les mois, parce qu'effectivement, les blessures causées par les Israéliens sont très grandes parce qu'Israël, selon certaines sources sanitaires palestiniennes, Israël a paralysé 14 000 Palestiniens. Donc, au bout d'un an et demi, Israël a transformé 14 000 jeunes Palestiniens en handicapés qui se rajoutent à d'autres milliers de Palestiniens. C'est-à-dire la bande de Gaza est composée des milliers de gens qui sont paralysés. Et c'est quelque chose, c'est-à-dire volontaire et tout. Donc une bonne partie de la population palestinienne tente de réfléchir, de ne plus trop se mobiliser par cette marche de retour qui est importante dans la logique interne. Je passe rapidement. Peut-être juste quand même dire, du coup, qu'est-ce qu'elle a réussi à achever? Elle a réussi, cette mobilisation a réussi à mobiliser les gens de Gaza de nouveau dans les mobilisations politiques et sociétales.
même si une partie de Par des mobilisations massives, du coup. Oui, une mobilisation massive et puis un retour de force des gens de Gaza qui sont seulement depuis l'arrivée de Hamas, ils ont subi 3 guerres, des milliers de maisons détruites, etc. Donc ils étaient toujours dans une logique, et la résistance, c'est-à-dire le groupe armé résiste, mais la population palestinienne ne participe pas dans la démonstration. Donc cette marche de retour montre en force la capacité des Palestiniens de Gaza d'être acteurs et visibles et une partie intégrante du peuple palestinien de mobilisation. Et je passe donc rapidement sur la deuxième mobilisation importante qui a eu lieu il y a 6 mois contre un projet de loi de l'autorité palestinienne de créer un système de protection sociale. Et si vous voulez, pour ne pas trop rentrer dans le détail, peut-être dans les discussions je peux développer plus, c'est à peu près, si vous voulez, la même mobilisation qu'on a en France contre le projet de retraite. La réforme des retraites. Parce que l'autorité palestinienne avait un projet ambitieux, comme quoi il faut impliquer une loi de protection sociale. Les Palestiniens ne possèdent pas un système de protection sociale. Il existe en Palestine, bien sûr, un système de protection sociale privé ou assurance pour les employés de l'autorité palestinienne, mais qui est vraiment minime et qui ne touche pas une bonne partie de la population palestinienne ne sont pas concernés. Et donc, ce projet a été tellement déficitaire, a réussi à réunir le secteur privé qui était contre ce projet, les employés, mais aussi toute une partie de la jeunesse contre aussi. C'est-à-dire que c'est la mobilisation la plus importante en Palestine en réalité depuis la mort d'Arafat. On n'a pas vu autant de monde dans les rues depuis la mort d'Arafat que durant cette mobilisation contre le projet de l'autorité palestinienne. Et cela montre à quel point que l'autorité palestinienne vit dans un logique à eux, ils ne voient pas du tout. Et Mahmoud Abbas a décidé de geler l'application de ce projet, et de le revisiter, de le amener. Et on peut en parler dans les discussions. Et je termine par le dernier mouvement. Donc c'est un mouvement qui s'appelle Tal'at. Tal'at, le pluriel de Tali'a, Tal'a, sortante. Et c'est un mouvement qu'on peut qualifier féministe, mais il n'est pas tout à fait féministe dans le sens classique, c'est-à-dire que c'est un mouvement, et c'est intéressant de regarder du point de vue sociologique, parce que ce mouvement, il est un peu différent des autres mouvements féministes palestiniens, parce qu'il est clairement, il combine à la fois le combat anticolonial et le combat sociétal anti-domination masculine, et contre la violence domestique palestinienne. Et ce mouvement, j'ai observé de mes propres yeux en tant que chercheur, les réactions des gars à Ramallah, comment ils regardaient le mouvement. Bien sûr, le mouvement il est élitiste encore, il n'est pas du tout présent dans la Palestine profonde, mais ce mouvement regroupe des réseaux diasporiques importants à Beyrouth, à Berlin, à Amman et ailleurs, et à Gaza, à Ramallah, etc. Mais ce mouvement a réussi à combiner donc, le combat national et le combat sociétal. Et le slogan de ce mouvement contre la colonisation et contre la domination masculine, et contre la violence coloniale et contre la violence sociétale. Et je crois que ce mouvement, il peut modifier un peu le regard de la société palestinienne vis-à-vis de ce mouvement contestataire féminin. Enfin, féminin pour le moment, parce que les acteurs, c'est vraiment des femmes, et parce qu'elles sont les victimes tout d'abord, et puis c'est à la suite de la mort de 10 des femmes l'année dernière. Donc ce mouvement, pour terminer, ce mouvement, il regroupe toute une sorte de mécontentement populaire
autour de la violence et puis l'incapacité de l'autorité palestinienne de protéger les gens. Après, bien sûr, les gens ils font pas l'allusion, l'autorité palestinienne n'est pas capable de protéger les femmes parce que il y a un problème structurel, c'est pas lié à l'autorité, c'est-à-dire l'autorité elle n'est pas capable de défendre, mais il y a pas seulement c'est pas seulement l'autorité palestinienne qui est pas c'est-à-dire il y a des structures patriarcales qui favorisent ces genres de pratiques encore. Même si l'autorité palestinienne a fait certains efforts pour tenter de geler certains articles de loi qui permettent aux hommes de tuer leurs femmes pour ce qu'on appelle les crimes d'honneur ou alléger les peines causées par des actions. Voilà, je peux terminer là et puis on peut discuter. D'accord. Bah, merci beaucoup pour cet exposé très riche et dense du coup parce que on n'a malheureusement pas énormément de temps, mais du coup peut-être que je laisse tout de suite la place aux questions de la salle. Je vois déjà une main qui se lève ici. Bonjour. Bonjour. Ouais. Je m'appelle Lanois, je suis professeur de droit à l'université Al-Quds et j'habite à Hébron. Et donc merci beaucoup à Baher, et c'est un sujet si vaste et on a envie de dire beaucoup de choses, mais je vais essayer de faire tout en 3 minutes. D'abord pour la fin et surtout ce mouvement social par rapport au projet de la loi de la sécurité sociale, il y a eu aussi le mouvement contre l'application ou la signature de la convention de Sigao. Oui. Alors, moi, j'ai une question à ce propos, c'est l'influence de l'occupation sur la mentalité des gens lorsqu'il s'agit de social. Je m'explique. Est-ce que vous avez déjà vu un peuple qui manifeste contre un projet de sécurité sociale? Nous sommes les seuls à l'avoir fait. Et ce qui est étonnant aussi, c'est de voir l'extrême droite, Hizb ut-Tahrir, à côté de communistes, et de FPP et de VDLP, qui manifestent ensemble. C'est incroyable. Moi, j'étais partisan parmi ceux qui défendaient le projet, en tout cas, malgré tous les défauts. Il y a des défauts même idéologiques là-dedans. Mais c'était l'unanimité. Alors, moi, je suis arrivé à la conclusion que... Enfin, bon, je n'ai pas de conclusion, mais je voudrais bien en savoir plus comment on peut arriver à avoir le communiste, l'extrême droite, l'islamiste et les musulmans contre l'autorité. À ce propos. Ça, c'est un vaste sujet, je passe. Alors, le sujet le plus important aussi, c'est sur l'isolement des populations dans les territoires occupés. À savoir, pour aller à Hébron, on n'est pas la même chose à Ramallah, ni à Jenin, ni à Gaza. Et donc, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai entendu, que les mouvements sociaux sont vraiment différents de nature entre villes. Je donne un petit exemple, le mouvement par exemple de ceux qui protestent à Ramallah, qui sont quelques dizaines, où l'autorité a récupéré et tout ça. Bon, on ne voit pas ces choses-là à Jenin, ni à Tulkarem, ni à Hébron. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses particulières à Ramallah. Donc, l'isolement géographique joue un rôle aussi, peut-être, tu peux nous expliquer. Ma dernière question, jusqu'à quel point on peut faire une frontière entre un mouvement social et un mouvement de résistance? Ça, c'est... voilà. Merci. Et on procède comment? On peut prendre plusieurs questions, mais tu nous dis stop quand tu en as... Voilà. On peut prendre 3 ou 4. Si, ouais. Je voulais savoir ce que vous pensez du mouvement de BDS. BDS. Si vous le considérez comme un mouvement social palestinien, de toute façon, c'est un mouvement c'est un appel de la société civile palestinienne. Donc, ouais. Oui. En fait, moi, je ne suis pas spécialiste de la Palestine. داخلة على القضية الفلسطينية. Le deal de siècle, صفقة القرن. Ouais. On ne le connaît pas. Par rapport au mouvement. On ne le connaît pas. On n'a pas eu d'homme. Ouais. Oui, l'affaire de siècle, oui. Quelle est la position de ces mouvements, ces jeunes
qui manifestent par rapport à ça, quelle est leur vision sur D'autres questions? Il y en a. On continue, oui. Olivier. Juste au monde diplomatique. Oui. Et donc c'est une question un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est de mouvements comme NAPT, par exemple, sur lequel avec ton aide j'avais pu travailler, et justement de ces mouvements qui placent au cœur de leur combat le refus de la normalisation avec l'occupant israélien, et qui sont évidemment très critiques de la politique de l'autorité palestinienne sur ce point. Tu as rappelé qu'ils essaient de créer une nouvelle normativité avec la construction d'un nouvel individu, consommateur, etc., etc. Et donc ce qu'il en est de ce mouvement, de ces mouvements comme NAPT, qui est un mouvement plutôt emblématique, et s'ils ont vraiment pu le prendre dans la société palestinienne. D'accord. Continue. Ouais. Oui. Oui, encore un cinquième. Ouais. Moi, j'aimerais savoir un peu plus par rapport à la marche du retour, parce c'est la dynamique en fait qui s'est créée avec la marche du retour. Parce que Marche du retour à Gaza. À Gaza. Ouais. J'ai rencontré des personnes qui ont assisté de Gaza à cette marche au Liban ou en Turquie, qui ont après été déçus, très très déçus, de l'instrumentalisation de cette marche. Est-ce qu'il y a eu vraiment une instrumentalisation de la part justement de Hamas, ou est-ce qu'on peut parler d'une simple démobilisation sociale? Bon, merci pour vous. On prend encore? C'est comme tu veux. On peut encore en prendre. Moi, j'en ai une. Martin, Ouais, bah, allez-y. On peut continuer. Ouais. Martin, vas-y. Moi, j'ai juste une dernière question, sur le dernier mouvement dont vous avez parlé, qui était un mouvement féministe. Talat, oui. Il me semble. Sortante. Et donc, du coup, je me demandais si c'était pas inquiétant, en fait, qu'il y ait un report du problème de l'occupation sur peut-être les Palestiniens, la société palestinienne. Et je me réfère un petit peu aux travaux de Sama Jaber sur notamment les attaques sionistes contre les masculinités palestiniennes. Est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter d'un mouvement dont l'idéologie puisse condamner la masculinité palestinienne qui est déjà... Ouais. On continue. Oui. Moi, je voudrais bien que vous nous expliquiez un peu sur le rôle actuel des universités palestiniennes dans la lutte. Ok. Je peux en ajouter une? Oui. J'en ajoute une. J'en ai plusieurs, mais j'en ajoute qu'une seule. Moi, j'aimerais que tu nous dises un petit peu plus. Il y a évidemment plein de choses que tu n'as pas pu traiter. Et il y a notamment, moi je m'interroge, tu sais, il y a eu, sur cette période-là que tu as couverte, la toute fin, ce qu'on appelait l'intifada des couteaux. Donc, un regain d'actes de résistance contre l'occupant. Et qu'on a souvent interprété comme étant des actes individuels, isolés, justement par rapport à ce qui était de la résistance plus collective et de mobilisation plus collective. Est-ce qu'il y a un lien ou pas entre ces mobilisations-là dont tu parles et ces actes, et ces nouvelles formes de résistance aussi qui émergent en Palestine, ou est-ce qu'il n'y a pas de lien, et s'il n'y en a pas, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? D'accord. Voilà. Bien, merci beaucoup pour les questions. Je commence par cher ami et collègue Anwar. Oui, est-ce qu'il y a une influence sociétale sur la conception de système social? Oui. Effectivement, comme tu soulignes, les islamistes utilisaient des arguments comme quoi c'est le Hizb ut-Tahrir en particulier, comme quoi c'est un projet qui est contraire à nos valeurs et qui mettent en cause nos valeurs musulmanes et traditionnelles. Et les autres arguments, ils viennent du secteur privé qui disait que le patron paye trop et les communistes et les syndicats, ils pensent que effectivement le secteur privé ne paye pas assez, puis il n'y a pas
Il n'y a pas de projet vraiment de protection de l'autorité palestinienne. Mais il faut rajouter aussi un quatrième élément, c'est que comme les gens ne sont pas dans la confiance de l'autorité palestinienne et sa façon de gérer les fonds, donc ils préfèrent de ne pas mettre leur argent dans des structures étatiques défaillantes. Et je crois que c'est ça qui mobilisait, par exemple, il y a des gens à Birzeit, dans le secteur de l'éducation nationale, ne souhaitent pas se rallier à ce projet, effectivement, parce qu'ils n'ont pas de confiance dans l'autorité. Et comme l'autorité, elle a des défiances par rapport à la corruption et sa façon de gérer. Et effectivement, donc, pour revenir essentiellement à l'argument que tu posais, oui, il y a un problème structurel. Le sociétal joue dans la conception. La conception traditionnelle palestinienne joue encore dans les démarches politiques. Et en réalité, les partis politiques prétendaient d'être des institutions modernes, mais pour moi, ils sont des institutions modernes métaphoroses le tradition, c'est-à-dire qu'on vote dans les régions de Ramallah, par exemple, on vote Barghouti, mais on vote Barghouti à tous nous, c'est-à-dire voilà, dans tous les partis politiques. Je crois que ces structures familiales traditionnelles sont encore vivaces dans la société palestinienne parce qu'effectivement, la modernisation des institutions étatiques n'ont pas eu lieu et puis ils étaient inefficaces. Et donc ça représente le soutien social, la protection, donc les gens sont attachés encore à et d'ailleurs, les mobilisations à Hébron, ils étaient les plus importantes effectivement, parce que ces structures, ils défendent aussi leurs intérêts, donc tu connais mieux que moi la région. Et par rapport à l'isolement, effectivement, donc, il y a une particularité de Ramallah. Souvent d'ailleurs, Ramallah est considéré pour le public non averti, enfin qui ne connaissent pas la particularité de la ville de Ramallah. Ramallah est une ville particulière en Palestine. Ce n'est pas parce que c'est une grande ville, historiquement c'est une petite ville de rien du tout. Enfin, avec tout l'amour que j'ai pour Ramallah, bien sûr. Mais c'est-à-dire, comparé à Hébron, à Naplouse ou à Gaza, c'est une petite localité. Mais la particularité de Ramallah, c'est la ville par excellence. C'est-à-dire, je m'explique, les habitants de Ramallah ne sont pas originaires. Donc la plupart des gens, ils sont originaires d'autres villes palestiniennes, d'autres endroits de Palestine. Donc le fait de vivre à Ramallah éloigne les gens de la pression sociale, familiale. Et donc, du coup, ils se comportent autrement à Ramallah. Et pour cette raison, d'ailleurs, Ramallah est complètement différente des autres villes palestiniennes. Parce que souvent, les gens avancent d'autres types d'argumentations, comme quoi Ramallah, parce qu'il y a influence chrétienne, donc c'est pour ça qu'il y a une ouverture. Je ne pense pas du tout. Je pense que c'est lié à parce que Bethléem, par exemple, c'est une ville où il y a une présence chrétienne très importante. Ce n'est pas à Ramallah, et il n'y a pas une ouverture comme Ramallah, effectivement, parce que Ramallah est composé de gens originaires d'autres villes palestiniennes qui permet aux individus, comme on a l'effet de grandes villes, d'avoir un comportement différent. D'ailleurs, certaines études, et actuellement je travaille sur l'urbanisme en Palestine, et on peut observer que les gens, quand ils retournent chez eux, ils se comportent comme ils étaient chez eux autrefois. C'est-à-dire que quand on retourne à Jenin, on retourne à Naplouse, on se comporte conformément aux traditions. Et à Ramallah, on peut amener une autre ville. Et d'ailleurs, on peut voir ça, par exemple, dans la façon de s'habiller de certaines filles des universités, qui, une fois qu'elles retournent chez elles, ils vont avoir un foulard, alors qu'à Ramallah, ils ne l'ont pas. Ou ils le manègent autrement. Et par rapport à la frontière sociale entre le mobilisation sociale et la résistance nationale. Elle est floue parce qu'à la fois on peut avoir juste une mobilisation qui focalise sur la politique de l'autorité palestinienne, mais comme l'autorité palestinienne est
d'une façon ou d'une autre influencés par la nation occupante, donc la colonisation. Tout mêle, se mêler, c'est-à-dire les Palestiniens, ils vont, par exemple, en analysant un peu le slogan de mouvement contestataire contre le projet de protection sociale, il y a des slogans anti-autorité palestinienne et anti-système, mais il y a beaucoup de choses liées à l'occupation, liées à leur efficacité, à la coordination militaire. Donc il y a toujours une sorte d'imbrication de social, mais comme les Palestiniens ils se mobilisent actuellement contre l'autorité palestinienne, mais ils ne se mobilisent pas totalement seulement contre l'autorité palestinienne. Parce que l'autorité palestinienne n'est pas considérée comme l'ennemi social des Palestiniens. Parce qu'il y a un ennemi social commun à tous les Palestiniens lié à l'effet colonial qu'est Israël. Donc, d'ailleurs, souvent les Palestiniens sont très sensibles à des critiques à l'égard de l'autorité palestinienne ou à l'égard de Hamas. Parce qu'effectivement, ils estiment que tous ces combats sont secondaires et puis un combat ultime qui est contre la colonisation. Et d'ailleurs, cet élément conforte l'autorité palestinienne. Parce qu'à n'importe quel moment, l'autorité palestinienne se trouve dans un moment difficile, elle va orienter le mécontentement social contre elle, contre la colonisation. Parce qu'effectivement, la colonisation, c'est à l'origine de tous les drames des Palestiniens. C'est-à-dire qu'on peut critiquer l'autorité palestinienne comme on veut, mais l'origine de tous ces problèmes, c'est lié aussi premièrement, essentiellement par la colonisation. Pour le BDS, oui, tout à fait. Je suis tout à fait favorable et partisan de BDS et je défends le BDS. Et je trouve le BDS un mouvement qui est né, comme vous savez, en Palestine, en particulier à Birzeit en 2004. Donc c'est une sorte de plateforme à commencer. Puis maintenant, on a des groupes de BDS dans le monde entier. Et je pense que c'est un mouvement pacifique, un mouvement efficace qui a montré toutes ses forces dans l'expérience sud-africaine, et je crois mais aussi dans d'autres combats. Et je pense qu'il faut maintenir le BDS. Qu'est-ce que c'est je sais, je suis le BDS. Oui, l'importance, le poids en fait de BDS à l'intérieur Quel poids social de la Palestine. Le poids, il est important sur le plan contre la normalisation. C'est-à-dire que le BDS en Palestine n'est pas tout à fait efficace sur le boycott économique. C'est-à-dire que les Palestiniens continuent à consommer des produits israéliens. Leur boycott de produits israéliens est lié à des événements. C'est-à-dire durant les guerres contre Gaza, la consommation israélienne devient réduite. Mais parce que pour tas de raisons, je ne peux pas expliquer. Par contre, le poids de BDS à l'intérieur de la société palestinienne, c'est une sorte de référence, parce que le BDS regroupe 1700 associations palestiniennes, donc il y a une légitimité. Et le BDS, c'est la référence. Après, il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord sur certains aspects de BDS, par rapport, par exemple, aux visites des Arabes dans le territoire, par rapport à la normalisation. Il y a tout un débat dans la société palestinienne, mais très peu de gens ils critiquent le BDS totalement. Enfin, après, il y a des intellectuels palestiniens et des artistes qui estiment que le BDS participe à l'isolement de certains Palestiniens. Enfin, voilà, un grand débat dans la société palestinienne. Mais le BDS a réussi quand même à être considéré comme efficace, parce qu'effectivement, dans le monde, surtout dans le monde anglophone, le BDS a pris une ampleur très importante. Et dans le pays favorable à Israël, le plus favorable à Israël, les États-Unis, on a des centaines de comités dans les lieux les plus favorables à Israël. Alors qu'en France, l'autorité palestinienne, elle peut soutenir le BDS dans certaines démarches, mais officiellement, l'autorité palestinienne est contre le boycott et Mahmoud Abbas a déclaré plusieurs fois qu'il est contre le boycott et il faut le gouvernement, Madame
le gouverneur Madame le gouverneur de Ramallah a déclaré plusieurs fois, j'ai oublié son nom, a déclaré plusieurs fois que le boycott, on ne veut pas le boycott parce qu'on veut l'ouverture d'esprit, on montre, enfin voilà, il y a des slogans un peu naïfs de la part de certains responsables politiques palestiniens. Et puis le dialogue islamique de Mahmoud Abbas, chaque fois il dit il ne faut pas boycotter Jérusalem, il faut que le monde entier, les musulmans, visitent Jérusalem et il ne faut pas faire d'illusions, il ne faut pas boycotter les Palestiniens, il faut venir nous rendre visite, participer à notre résistance, à notre tenir bon en Palestine. Donc il y a tout un débat, mais si vous voulez, très peu de gens critiquent les démarches de BDS, à l'exception de quelques artistes ou quelques personnes qui estiment que ça participe à l'isolement des Palestiniens de territoire. Pour l'affaire de siècle, officiellement, Trump il a déclaré avant-hier comme quoi il y aura le contenu d'ici mardi va être publié, mais je pense que en réalité, une bonne partie de la population palestinienne pense que l'affaire de siècle est déjà en route, est déjà appliquée. C'est-à-dire que une normalisation avec certains régimes arabes, l'annexion par Jérusalem et les deux déclarations, donc une déclaration de Netanyahou, une déclaration de Gantz, parce que souvent, en Occident, on présente Gantz comme l'alternative de Netanyahou. Sur le plan politique, ce sont la même chose. En fait. Gantz a dit si je serai élu, j'annexe le Valle du Jordan. Et donc, si vous voulez, l'affaire de siècle, elle est en route. Et je crois que hier, un conseiller de Mahmoud Abbas a dit si les rumeurs journalistiques sont vraies, l'autorité palestinienne elle va demander à la communauté internationale de considérer le territoire de l'autorité palestinienne comme un territoire occupé. Donc, du coup, nous, on ne va pas intervenir dans la gérance des Palestiniens et Israël devrait assurer sa responsabilité politique, juridique et économique. Enfin, bref. En gros, l'autorité palestinienne menace qu'ils vont se retirer de ce rôle d'être responsable et Israël va devenir la nation occupante, etc. Bon, après, je pense que c'est rhétorique. Oui, enfin, je pense que l'autorité palestinienne tente d'utiliser cet argument, mais on verra d'ici quelques jours. Mais je pense que la machine coloniale israélienne, elle est dans un état de... Ouais, elles sont dans une situation de jamais vue. Ils sont très à l'aise et ils font ce qu'ils souhaitent. Ils ont augmenté les colonies, ils ont la paix totale, la paix totale, c'est-à-dire qu'ils ont l'immobilisme de certains Palestiniens, et puis l'autorité palestinienne a joué pendant 26 ans comme obstacle à toute confrontation avec Israël. En réalité, l'autorité palestinienne est l'obstacle majeur de la confrontation avec Israël. Donc, du coup, l'autorité palestinienne a permis aux Israéliens, pas volontairement, mais involontairement, a permis aux Israéliens d'aller plus loin dans leur projet. Par rapport à Olivier, oui, Nabd est très actif dans les milieux de gauche, dans les milieux de jeunes, notamment à Birzeit. Nabd, ils sont actuellement dans les mires des Israéliens parce que... Est-ce que tu peux préciser du coup ce que c'est que Nabd? Nabd, c'est un groupe palestinien proche de la gauche, essentiellement des étudiants et quelques intellectuels basés à Ramallah et dans les alentours. Et ils frônent des actions d'éducation populaire, des réflexions, ils font des séminaires, des conférences, et puis ils font des actes sur le terrain pour
contre la normalisation, pour manifester contre les coordonnations militaires palestino-israéliennes, etc. Et ce mouvement, une bonne partie des fondateurs, ils sont actuellement dans les prisons israéliennes, puisque, et là, ça peut m'amener directement sur la question par rapport à l'université palestinienne. Les universités palestiniennes, et je peux me permettre de vous envoyer un article que j'ai écrit sur les universités palestiniennes, et, qui est sorti il y a 6 mois chez Erdot. Et je trace l'histoire des universités palestiniennes et avec un regard particulier sur les sciences sociales en Palestine, avec toute la crise que traversent les universités palestiniennes. Effectivement, les universités palestiniennes étaient toujours un lieu de transmission de savoir, mais surtout c'est un lieu de résistance contre la domination israélienne. Et la communauté scientifique palestinienne se voyait comme une communauté alternative, résistante. Et les universités palestiniennes ont joué un rôle important dans la consolidation de mouvement national palestinien, dans l'éducation populaire, dans le travail bénévolat. Et actuellement, on est dans une situation de crise. Les universités palestiniennes traversent une crise très importante liée à des fonctionnements. Et puis surtout aussi, les universités palestiniennes sont rattrapées par la mondialisation, c'est-à-dire certaines administrations des universités sont actuellement dans la logique de classement. Donc ils sont dans une logique, on est classé 3e, 4e en Palestine et sur l'échelle mondiale, avec tous les systèmes que vous connaissez, donc les universités françaises le connaissent, etc. Donc on est dans une logique de production scientifique, entre guillemets, qui s'adressait à une communauté scientifique découpée totalement de la réalité sociale. Autrement dit, des professeurs que devient visible sur la scène scientifique, mais leurs travaux sont seulement lus par des gens spécialistes. Et il y a tout un débat. Personnellement, j'ai écrit là-dessus plusieurs articles, mais il y a d'autres personnes aussi qui écrivent actuellement, parce qu'effectivement, il y a tout un mouvement anti certaines administrations des universités palestiniennes qui sont souvent dans les forums et puis souhaitent recopier le programme importé de l'extérieur. Et pour en finir avec cette question, l'université de Birzeit, par exemple, à elle seule, a subi depuis, je parle de Birzeit parce que ce n'est pas pour ignorer les autres universités, parce que je connais de près, depuis l'année dernière, on a eu l'expulsion de 14 professeurs palestiniens, et puis on a un exemple type, Dr Anwar, qui aussi subit des mesures discriminatoires de la part de la colonisation israélienne, et il peut en parler mieux que moi. Et donc Israël tente de réduire les universités palestiniennes en universités locales. D'ailleurs, les universités palestiniennes sont devenues vraiment des universités locaux, dans le sens où les habitants de Naplouse, ils vont à Najjar, etc. Et donc, interdit les Palestiniens de la diaspora de rentrer dans le territoire, enseigner, et puis interdit nos collègues internationaux, expulser les Palestiniens les professeurs étrangers d'origine palestinienne. Donc actuellement, on a 7 Palestiniens, on a réussi à faire rentrer 5, et puis 7 professeurs palestiniens, ils étaient expulsés. Et puis actuellement, comme il y a un groupe, parce qu'au fait, ça bouge aussi au sein de partis politiques, donc il y a un groupe au sein de Front Populaire qui se mobilise depuis
quelques mois. Donc actuellement, on a 147 étudiants de Birzeit dans la prison. Sur 14 000, c'est beaucoup. Et les Israéliens ont réussi quand même à ramener, enfin, à mettre 140 étudiants de Birzeit dans la prison et tenter de détruire toutes les actions ou potentielles actions des partis de gauche. Parce que le Front populaire, enfin, ça boue à l'intérieur, donc il y a des gens ils ont pris des actions. Et pour les Israéliens, il ne faut pas que les partis politiques ils prennent le rôle de nouveau dans les batailles contre Israël. Donc, et comme ce groupe est essentiellement été à Birzeit, enfin le groupe qui était derrière certaines actions, donc on a actuellement 147 étudiants et étudiantes dans le prison israélien. Et Israël a même a mis une professeure de journalisme, Dr Ouidad Barghouti, dans la prison, parce que son fils était impliqué. Donc ce n'est pas elle qui est impliquée, mais son fils était accusé. Donc les Israéliens, ils tentent par tous les moyens de limiter le rôle des universités palestiniennes. Et puis récemment, l'université de Birzeit était fermée 5 semaines. Elle est ouverte seulement la semaine dernière, effectivement parce que il y avait des projets, de la direction de Birzeit, la présidence de Birzeit, pour interdire les barrades militaires à l'intérieur de campus, parce qu'Israël a estimé, a monté toute une guerre de désinformation contre le Birzeit. Et l'université a fait une déclaration, personnellement, je n'ai aucun souci à qualifier maladroite, c'est-à-dire que la présidence de Birzeit a fait une déclaration comme quoi elle est interdite d'avoir de militarisation de campus, alors qu'il n'y a pas de c'est des barrades militaires les gens imitent les démarches dans les rues et puis tous les débats à Birzeit actuels consistent à dire que les universités israéliennes, c'est des universités militaires qui travaillent pour les organes militaires et les scientifiques israéliens participent pleinement à la fabrication des armes, à tout ça. Donc pourquoi on demande aux colonisés de ne pas faire comme les Israéliens. Donc il y a tout un débat et ça mène le débat sur interne palestinien. Par rapport au mouvement de Talat et le travail de Dr Jaber, oui, il y a un lien important entre la refabrication de rapports dominé-dominant, c'est-à-dire que dans le sens de Fanon, et que récemment d'ailleurs une excellente chercheuse palestinienne qui s'appelle Nadra Shalhoub, qui est prof à l'Université hébraïque de Jérusalem, a sorti un livre important et je vous invite à lire. Je ne l'ai pas lu encore, mais j'ai lu les résumés. Elle montre dans cet ouvrage que l'armée coloniale participe pleinement à la reproduction de la violence, c'est-à-dire que les Israéliens mènent la violence contre le corps des Palestiniens et les Palestiniens en fait expriment la violence contre leurs femmes, sur les faibles. Et puis montre aussi dans d'autres chapitres dans le livre, montre que Israël, par exemple, a utilisé le corps de prisonniers politiques palestiniens comme un lieu d'expérimentation, c'est-à-dire que tous les groupes pharmaceutiques israéliens utilisaient les médicaments sur les Palestiniens en disant que chaque Palestinien est malade et devient un objet d'expérimentation pour les Israéliens. Autrement dit, et effectivement, donc ce rapport, et d'ailleurs, dans certaines mesures, les Palestiniens reproduisent le modèle colonial. C'est-à-dire, et c'est pas propre aux Palestiniens, tout colonisateur colonisé est toujours fasciné par le colonisateur, il peut reproduire certains
certaines conceptions, certaines catégorisations de la part de colonisateurs. Je n'ai pas le temps de développer. Mais cela n'empêche pas que ce phénomène existe. Certains Palestiniens vont dire oui, arrêtez de disperser le combat. Ces choses-là ne sont pas importantes, mais je pense personnellement, mais d'autres personnes dans la société palestinienne, parce que c'est plus légitime. On ne peut plus continuer à dire que parce qu'on est dans un combat anticolonial, on ne devrait pas traiter les autres sujets. On a des difficultés dans nos sociétés. Il faut avoir le courage de faire l'autocritique et de critiquer l'autorité palestinienne, de critiquer le Hamas, de critiquer certaines structures patriarcales. Et personnellement, en tant que sociologue, je revisite l'histoire du mouvement national palestinien sans aucun gêne. Et prochainement, je crois que je vais écrire des choses sur les récits nationaux palestiniens, parce que je crois qu'il faut faire ce travail, effectivement, parce qu'on est dans une crise, et je crois qu'il faut prendre le courage de mentionner certains dysfonctionnements et dire à la génération à venir que ce n'est pas parce qu'il y a la colonisation qu'on va juste oublier la répression masculine, les défonctionnements de nos sociétés. Je crois qu'il faut mener deux combats. Et je ne pense pas qu'il y a... Ce mouvement, il peut amener le combat ailleurs. Je crois que c'est pour ça le mouvement Talaat, il a de l'importance, parce qu'effectivement, il combine le combat national et le combat anti-structure archaïque et pas dans le sens, genre il y a des progrès, mais il y a des structures, par exemple, il faut moderniser certaines lois, il faut amener les gens devant les justices. Enfin, voilà. Moi, je pense que c'est un combat légitime, il faut le soutenir, enfin, personnellement. Quelque chose. Oui. C'est exactement le même. Je suis vieux maintenant. Il y a 50 ans, on entendait exactement le même discours sur le mouvement féministe parmi les Afro-Américaines. C'est-à-dire, on ne voulait pas, certaines personnes disaient que le mouvement des femmes parmi le mouvement afro-américain, c'était pas acceptable, parce qu'on devait combattre contre les Blancs. Ouais. Et donc, ça, pour moi, c'est pas nouveau. Certainement, les luttes doivent être combattues ensemble. Tout à fait. Et pour en finir avec le... Il y a une question du coup que tu as sauté là sur la marche du retour. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est pas volontaire en fait. Sur la marche de retour, hein? Oui. Sur la marche de retour, oui, il y a un certain instrumentalisation de la part de Hamas. Effectivement, le Hamas, elle gère aussi ses propres intérêts dans la gérance de politique et puis dans la trêve avec Israël et puis et surtout maintenir sa puissance à Gaza. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin de dire que les personnes qu'ils étaient dans le front contre le soldat étaient utilisées comme des supports pour alimenter? Je pense pas. Après, bien sûr, j'ai lu beaucoup de choses et des gens qui disaient voilà, ils sont mobilisés, sont mobilisés à des fins politiques, politiciennes de la part de Hamas. Je pense que ça peut exister. Le Hamas actuellement, par exemple, gère la confrontation comme l'autorité palestinienne. C'est-à-dire l'autorité palestinienne interdit la confrontation avec le soldat israélien et le Hamas interdit la confrontation à limite. C'est-à-dire que c'est le Hamas qui décide comment gérer les actions. Et ça, c'était visible, par exemple, durant les visites de missionnaires qataris
sur le front en disant que voilà, on veut de calme maintenant. Et puis le Hamas, on oublie le passage au pouvoir affecte le travail politique. Et je crois que c'est ça d'ailleurs la difficulté de Fatah et de Hamas. Le Fatah et le Hamas, leur passage au pouvoir a affaibli les deux partis. C'est-à-dire que personnellement, je pense que si demain il y aura des élections à Gaza, le Hamas perd les élections. Parce que les gens vont sanctionner le Hamas, même si le Hamas est considéré comme encore une partie du Hamas, c'est la résistance. Mais comme il y a certaines démarches clientélistes, répressives, etc., qui vont faire payer, ils vont payer le prix de mécontentement des gens envers de leur politique. Pareil en Cisjordanie, je crois. Si le Hamas demain se présente dans les élections, ils vont avoir un bon résultat parce qu'effectivement, les gens ils vont sanctionner le Fatah. Le passage au pouvoir pour les deux partis est voilà, mis à l'examen. Je pense que cette marche de retour était très lourde pour la population palestinienne. J'ai cité juste les nombres des personnes paralysées, mais il y a beaucoup de dégâts. Et je crois que, y compris par exemple le Front populaire, le Front démocratique, les communistes, ils ont dit bon, il faut réfléchir aux actions. Parce que les Israéliens sont dans une logique de tirer sur les manifestants. Donc les Palestiniens, ils souhaitent réfléchir sur le mode des actions. Et moi, je pense que c'est la maturité politique. C'est pas juste... c'est-à-dire que, effectivement, réfléchir de nouveau sur les modes des actions, c'est utile et c'est quelque chose d'important, à mon avis. Et pour la dernière question, par rapport à la guerre de Koto, entre guillemets. Oui, ils sont liés dans le sens que ces actes ils sont individuels, parce qu'effectivement, il n'y a plus d'actions collectives. Donc, comme il n'y a plus d'actions collectives, certains Palestiniens expriment à leur façon leur réponse à l'humiliation, par exemple. Et si on prend donc après, bien sûr, on est tous d'accord qu'Israël utilise l'appellation guerre de Koto pour liquider des centaines de Palestiniens, parce que souvent c'est des gamins. Et puis c'est devenu facile et on a plusieurs vidéos qui montraient facilement que les soldats ils jetaient un couteau à côté d'une femme ou un petit gamin, enfin bref. Et donc, mais si on prend quelques actions de gars à Jérusalem, notamment à Jérusalem et à Ramallah, la plupart liées à des histoires personnelles, à des ressentis de la colonisation sur le plan personnel, c'est-à-dire l'humiliation. Par exemple, on a 4 cas de gars à Za'atara, donc c'est un checkpoint entre Ramallah et Salfit, où les Palestiniens sont humiliés, et le lendemain, il vient avec un couteau pour tuer le soldat qui a humilié la personne. Donc je pense qu'il y a des liens entre aller loin dans les actes individuels, parce qu'effectivement, les structures des actions collectives ne sont plus d'actualité. Et pour cette raison, d'ailleurs, les Palestiniens ont rendu hommage à ces actes individuels, parce qu'effectivement, comme à Jérusalem, on a des figures figures de combattants, entre guillemets, de Koto, qui sont devenus, ou des actions sont devenus des héros de la jeunesse palestinienne. Parce qu'effectivement, il y a un déplacement de l'héros national traditionnel, elle n'est plus là, enfin, elle n'est plus présent, quoi. Donc c'est l'expression d'une autre forme de conscience politique. Tout à fait, qui tente à répondre à l'absence de structures englobantes
de répertoire collectif. Merci. Il nous reste encore un petit quart d'heure. Si vous voulez compléter encore par quelques questions, si tu veux bien. Oui. Oui. J'aurais encore une question avec permission. Est-ce qu'il serait justifié de constater une certaine dépolitisation de la jeunesse palestinienne, ce que prétendent parfois, par exemple, des universitaires à Birzeit, avec qui j'ai parlé début décembre, on a dit ça. Je voudrais bien avoir votre avis. Oui. Vous avez un peu abordé la question des élections en Palestine à plusieurs reprises. Quelle est la perception, en fait, dans la société palestinienne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en attend ou qu'on n'en attend pas? Oui. Pour moi, c'est au début, quand vous présentez l'histoire, historiquement, ça me gêne beaucoup parce que je ne comprends pas. Vous dites quoi? Il faut nommer vraiment cette question palestinienne, parce que pour moi, c'est la question palestinienne comme la question juive. C'est la question juive. La question, il faut des mots. Les mots, ils doivent être directs. On va la comprendre. On doit la comprendre. Parce que quand la dernière question du monsieur derrière moi, il dit que les jeunes palestiniens, ils sont loin de la politique. Ils sont loin de la politique parce que nous aussi, on est palestinienne, parce que nous, on était loin aussi de donner vraiment cette réussite historique qui est très nécessaire comme début de chaque fois on doit parler. Ça veut dire, pour vous, c'était compliqué de demander, quand Taher a dit sur la question du coton, vous avez analysé ça psychologiquement. Si quelqu'un va répondre psychologiquement contre les occupants. Mais il y a des résistances aussi, au point de vue global ou général. Cette résistance palestinienne, on va les mettre aussi dans notre récit national depuis longtemps. Quand vous commencez à dire depuis 120, normalement, je suis 120 et après maintenant, quand on parle de la Palestine, pour moi, je dois sentir que je suis où. Quand on parle de la Palestine, ça veut dire Cisjordanie et Gaza. Pour moi, la Palestine, c'est la Palestine. Elle restera à la Palestine. Elle restera à la Palestine, malgré c'est en poésie, mais elle restera comme ça. Et c'est compliqué pour moi, parce que quand on dit la Palestine, aussi, on va oublier. La Palestine, c'est pas seulement la normalisation de la société de Cisjordanie et Gaza face à toute cette colonie qui est en train de bouffer tout le temps jusqu'à l'espace où il ne reste plus rien. Ça veut dire notre silence par rapport à cette question. Je crois que j'ai besoin de les répéter tout le temps, sinon on oublie. Et moi, je suis contre l'oubli. D'accord. D'autres Oui, j'ai entendu, non juste c'est pour une ouverture en fait. Du coup, quelles sont les perspectives? C'est-à-dire tous ces mouvements ou micro-mouvements dont tu as parlé et dont tu aurais pu encore parler, parce que je sais qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais nous parler. Sur quoi est-ce qu'elles peuvent déboucher? Est-ce que tu ressens la possibilité d'une prochaine mobilisation massive à nouveau, voilà, telle que celle qu'on a vue par le passé? D'accord, merci. Pour la dépolitisation des jeunes palestiniens, il y a une dépolitisation dans le sens politicien, c'est-à-dire que les gens ne s'engagent plus dans les partis politiques, mais par contre, les Palestiniens ils restent politisés. La politique marque une part, enfin, elle fait partie intégrante de la vie du quotidien des Palestiniens. Donc la colonisation, elle touche la vie des gens. Ils sont touchés par la politique, donc ils sont affectés par la politique. Donc
on ne peut pas. Moi, je pense qu'il y a un désengagement dans les partis politiques, mais les Palestiniens ne sont pas dépolitisés, ils sont toujours politisés. Pour les élections palestiniennes, tout d'abord, il y a une critique par rapport aux élections palestiniennes parce qu'elles étaient tenues en Cisjordanie, mais pas à Gaza. Donc, pour certains interlocuteurs, enfin, ou certains observateurs, les élections seulement en Cisjordanie participent à la division interne palestinienne. Donc, du coup, ils sont hostiles. Par contre, effectivement, les élections... On parle des élections municipales. Tout à fait, oui. Donc, oui, parce qu'on n'a pas eu des élections législatives en Palestine. Et puis, on a un grand problème constitutionnel parce que les deux régimes au pouvoir, entre guillemets, elles ne sont plus légitimes depuis quelques années. Et donc, oui, ces élections, ils tirent encore sont encore dignes d'intérêt parce qu'effectivement, il y a la visibilité sociale, il y a aussi le jeu électoral, la place dans la société, les familles, les listes, les réseaux, les networks, donc oui, et les partis politiques qui forment, donc ça continue à fonctionner, mais il y a moins de sympathie comme on a connu autrefois. Les dernières élections en question, par exemple, il y a moins de participation et puis les gens étaient moins intéressés par les résultats. À l'exception de grandes villes où il y a des blocs Fatah, Hamas, Fatah, Front Populaire. Mais ouais. Par rapport aux remarques que le mot il faut qu'il soit dit. Je crois que j'ai nommé les mots comme je l'estimais. Et bien sûr, il y a la résistance. Les Palestiniens résistent. Même j'ai déjà dit. Oui, tout à fait. Mais oui, oui, mais oui, bien sûr. Les Palestiniens, ils continuent à résister, bien sûr. Les Palestiniens ne peuvent pas vivre sans la résistance, mais comme le sujet de la conférence était concentré sur les mobilisations sociales et politiques contemporaines, et j'ai focalisé sur les mobilisations en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Et j'ai pas travaillé sur les réseaux diasporiques et j'ai pas travaillé sur les Palestiniens de 48. Et c'est pas du tout pour dire que la Palestine est seulement la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et d'ailleurs, au début, rappelez-vous, au début, je dis, pour moi, la Palestine est divisée en deux colonies. La première colonie... D'accord. Donc, et donc, j'ai pas du tout... je fais pas partie des gens qui pensent que la Palestine est réduite à la Cisjordanie et la bande de Gaza. Mais c'est un lieu de... Enfin, voilà, c'est une conférence liée à mes terrains de recherche qui sont concentrés sur la Cisjordanie essentiellement et un peu à Gaza, mais voilà, mais c'est pas, et j'ai parlé des réseaux diasporiques, c'est pas pour me justifier, mais je trouve que voilà, enfin, j'ai pas du tout nié la résistance, ni accepté le projet de division palestinienne, et je crois pas que la Palestine est divisible. Je pense que la Palestine, dans son intégralité, c'est la Palestine, on va l'appeler toujours la Palestine, donc je crois pas au projet colonial. Et c'est pour ça que j'ai toute la sympathie pour vous. Pour l'avenir, alors l'avenir est compliqué parce que actuellement, donc, comme on a dit, il y a la crise de projet national palestinien. Il y a une crise constitutionnelle. Il y a une crise de la représentation politique. Donc les gens ils se sentent plus concernés par les représentants des partis politiques. Les partis politiques ils sont incapables de mobiliser les gens en Palestine. Il y a l'absence d'une vision. L'autorité palestinienne incapable de mener des projets. La politique de l'autorité palestinienne est vraiment l'échec.
Donc, moi, je pense que l'avenir, ça vient de ce qu'on disait la dernière fois dans la discussion, ça vient de l'invisible. C'est-à-dire que les gens, pour le moment, se concentrent sur le visible, c'est-à-dire sur comment les gens descendent dans la rue, manifestent, expriment leur mécontentement et comment ils s'expriment contre la colonisation ou contre l'autorité palestinienne. Mais je pense que la leçon qu'on a retenue en tant que sociologue depuis 2011, c'est qu'effectivement, il faut s'intéresser à l'invisible. L'invisible, c'est-à-dire les structures sociétales fortes, profondes dans la société, dans laquelle une bonne partie des Palestiniens, ils se repèrent dans cette atmosphère invisible. Autrement dit, les gens ne sont pas dans la rue, mais ils attendent l'étincelle. Ils attendent le moment où ils descendent dans la rue, manifester, résister farouchement et surtout collectivement, parce qu'actuellement, pour reprendre l'expression, il y a toujours la résistance. Les Palestiniens résistent quotidiennement, mais parce qu'on parlait de mobilisation de masse et je pense que si l'autorité palestinienne décide d'ouvrir les portes pour la confrontation, effectivement, il y aura une confrontation totale avec Israël. Et donc, pour cette raison, je pense, d'une façon ou d'une autre, le Hamas à Gaza contrôle la confrontation parce qu'elle l'ordonne, il le dirige, et l'autorité palestinienne, en réalité, c'est l'obstacle majeur de la confrontation avec Israël. Tous les éléments d'une confrontation avec les Israéliens sont là, mais le moment idéal pour cette mécontentement qui est dans l'invisible, c'est-à-dire les gens s'expriment sur les réseaux sociaux, les gens ils critiquent l'autorité palestinienne, les gens ils vont parler raconter des blagues, se moquent, comme on disait, c'est-à-dire à peu près pour faire allusion au travail de James Scott, ils sont dans une structure sociétale profonde dans laquelle les formes classiques de contestation ne sont pas visibles. Et les autres formes que je viens de nommer, ils vont préparer le champ d'action à venir. Et je crois qu'on peut imaginer prochainement qu'il y aura une confrontation. Et juste, je rappelle le public que Mahmoud Abbas a dit plusieurs fois, y compris aux Nations Unies, tant que je suis au pouvoir, il n'y aura pas une troisième intifada. Donc Mahmoud Abbas garantit à la communauté internationale le non-mobilisation des Palestiniens. Autrement dit, il souhaite que les Palestiniens se mobilisent dans des mobilisations populaires, lui il appelle ça populaire, mais c'est-à-dire pacifique. Autrement dit, des mobilisations contrôlées, des mobilisations canalisées à des fins politiques. Et pour les Palestiniens, ces mobilisations ne sont plus du tout efficaces, donc il faut monter des actions parallèles et l'autorité palestinienne est la responsable de cet immobilisme. Et donc prochainement, effectivement, tous les éléments de la confrontation sont là et je peux dire, en tant qu'observateur sur le terrain, que la porte de sortie des Palestiniens, c'est la confrontation avec Israël. Dans lesquelles la porte de sortie. Mais du coup, dans laquelle seraient fondues ces mobilisations sociales et sociétales dont tu as parlé. Parce que cette mobilisation sociale et politique, elle permet aux Palestiniens de nouveau redresser la situation, c'est-à-dire, et puis obliger l'autorité palestinienne de changer sa politique, de revisiter sa politique et laisser les Palestiniens s'exprimer. Parce que pour le moment, la direction nationale palestinienne ne souhaite pas que les Palestiniens s'expriment à leur façon. Et en réalité, la stratégie nationale palestinienne ne correspond pas aux attentes des Palestiniens. Et donc, comme on est 26 ans après les accords d'Oslo, les attentes, l'autorité palestinienne, par exemple, dit la violence est destructive pour les Palestiniens parce que la violence amène la violence coloniale, donc du coup, sur le champ libre d'Israël et puis le champ de... Voilà. Ce champ de bataille, quoi. En gros, les Palestiniens sont perdants d'avance. Mais pour les Palestiniens, non, il faut résister, il faut mener des actions parce que effectivement,
cet immobilisme détruit la société palestinienne de l'intérieur parce qu'une bonne partie des Palestiniens s'éloignent de visible vers l'invisible. Et pour terminer avec cette histoire de visible et invisible, le visible lié aux manifestations contre le mur et l'invisible, en réalité, c'est le tunnel, c'est les missiles de Hamas. Tu veux dire comme métaphore du visible et de l'invisible. Tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que les missiles de Hamas, qu'ils sont d'inefficacité militaire, ils sont une arme efficace dans le rapport de visible et invisible, parce que ça permet aux Palestiniens de contourner la machine sophistiquée de l'armée coloniale par des moyens... Et de surprendre. Surprendre, tout à fait. Donc c'est ça qui... Et pour cette raison, d'ailleurs, pour revenir aux actions des résistances populaires contre le mur, effectivement, parce qu'ils deviennent visibles. Et la visibilité pour les Palestiniens, c'est la fin de la résistance. Et je crois que c'est... autrement dit, les Palestiniens ne sont pas dans la logique d'emprunter des expressions de l'extérieur, parce que les Palestiniens, autrefois, avant, ils étaient dans l'invisible. Et leur efficacité était dans l'invisible. Donc, autrement dit, la porte de sortie, c'est d'aller dans l'invisible, c'est-à-dire mener des actions, mener de la résistance. Après, l'invisible tout seul, c'est-à-dire amener des actions de résistance tout seul, ne suffit pas parce que les actions armées, par exemple, sont de nature individuelle. On ne peut pas amener une mobilisation de masse armée. Donc c'est des petits groupes. Alors que la mobilisation de masse, elle est sociétale. Et je crois que la société palestinienne, prochainement, il va trouver un moyen de surmonter cette division. Et cette division perdure. Ça fait 13 ans. Donc il y a une séparation entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Puis le citoyen, et surtout à Gaza, il paye le prix. Donc, voilà. Merci. Merci à vous. C'était